C'est une ville que vous aimez, Paris? Beaucoup. C'est de toutes les capitales que j'ai vues, peut-être une des plus belles. C'est vrai que vous aimez les voyages. J'aime bien, ouais. Mais vous aimez revenir. Toujours. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage et revient chez lui. Il faut qu'il revienne. Mais vous n'êtes pas chez vous ici, au fond, parce que vous êtes né en Algérie. Le 14 mai 1959. Je suis né en Algérie, ouais, en française. Oui. Je suis né en colonie française. Il était temps, hein. Je suis né en 59, puis on est parti en 62, comme oui. tous les Français d'Afrique du Nord. Et je suis chez moi en France. Vous vous sentez quoi en fait? Parce que, il faut le dire, vous êtes juif. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes juif arabe, français? Non, français. Quand on est né en Algérie, on n'est pas arabe? Non, on est né en Algérie quand on est né en Algérie française, nous. On est né en France. L'Algérie est un département français. On était des Français, des colons qui habitions l'Algérie. Et puis, quand l'Algérie a eu son indépendance, les Français sont partis. Je faisais partie de ces Français qui sont partis. Et je suis donc français, juif. Vous en parlez volontiers du fait que vous êtes juif. J'ai même lu dans une interview que vous étiez très fier de porter la kippa. Vous avez une étoile de David pratiquement toujours sur vous. Vous l'avez ici? C'est celle qui est dans le film, en plus dans l'Union sacrée. Et alors quoi, ce sont des... Et qu'on embrasse même. Ce sont des symboles. Oui, bien sûr. Un juif a besoin d'avoir des symboles pour se sentir juif? Non. Personne n'a besoin de rien pour se sentir quoi que ce soit. Chacun mène sa barque. Chacun fait sa salade personnelle par rapport à ses convictions, par rapport à ses croyances, par rapport à certaines évidences, mais qui ne peuvent pas être communes à tout le monde et que personne ne doit imposer à tout le monde surtout. L'histoire et l'actualité n'ont jamais été tendres pour les Juifs. Si on prend l'actualité immédiate, par exemple, si je vous dis Carpentras. L'horreur. Penser que ces choses-là n'existaient plus. Enfin, les gens pensaient que ça n'existait plus. Et malheureusement, ça existe. Il y a des démons qui dorment et qui se réveillent. Et je crois que la voix de certains dirigeants politiques, enfin qui se disent dirigeants politiques, et leurs propos extrémistes permettent à certaines personnes de se réveiller et à certaines insolences de renaître, comme celle-là. C'est pas beau, c'est affreux. Et quand vous me parliez d'être français, chez moi en ce moment, oui, je suis en France. Je suis français, je suis pas très fier de l'image que la France donne d'elle. Et quand vous allez dans les pays étrangers en ce moment, les gens sont inquiets, ils regardent la France en se disant qu'est-ce qui se passe là-bas, ils sont devenus fous, quoi. Je crois qu'en ce moment, beaucoup de gens sont en train de devenir fous chez nous, ouais. Si je vous dis Le Pen? Ben, je dis que c'est franchement à cause de lui que tout arrive. Bien qu'il essaye de se disculper, de se dégager de ce qui s'est passé à Carpentras, je crois qu'il a donné la parole. Il a donné la parole à des gens, il leur a donné l'insolence. Il leur a donné cette espèce de droit d'exprimer des idées passibles de délit. Puisque lui aussi a eu des propos passibles de délit, mais comme il a une immunité parlementaire, ce monsieur n'a jamais été jugé, mais s'il était jugé, je pense qu'il y aurait lourd sur son compte. Si je vous dis Khomeini? Je suis contre toute forme d'extrémisme. Et le fanatisme, quel qu'il soit juif, musulman, catholique, m'inquiète et me fait très peur. Je crois que l'Union sacrée traitait très bien de ce problème. On va voir un extrait de l'Union sacrée dans quelques instants, on va donc en parler. On va peut-être parler d'un autre réalisateur à qui vous avez envoyé une photo un jour. Et c'était pas pour un casting, c'était Claude Autant-Lara. Bah oui, il avait fait des déclarations qui nous avaient paru comme, en tout cas très prémonitoires de ce qui s'est passé à Carpentras. Oui, et puis on était à la bar mitzvah du fils de Lelouch. Qui est quoi ça? C'est une communion solennelle? C'est la communion solennelle chez les Juifs. Et on était tous ensemble avec des kippas justement sur la tête. Il y avait Gérard Darmon, Francis Huster, Vincent Lindon, Richard Berry, moi-même, Annie Girardot, et plein de gens. Enfin, Annie Girardot n'avait pas de kippa. Et puis Arlette Gordon a fait une photo comme ça, de famille. Et comme ça se passait au moment où Autant-Lara faisait des déclarations, on a cru bon lui envoyer la photo. On n'a pas eu de réponse. On n'a pas eu. Il ne s'est rien passé derrière. L'Union sacrée, on va voir un extrait. C'est un film qui a compté pour vous? Beaucoup, parce que c'est un film contre l'intolérance. C'est un film contre l'ingérence des
des puissances religieuses extrémistes dans nos pays. C'est un film qui montre que l'amour entre les peuples est possible, que l'amour par exemple entre les Juifs et les Arabes, si ça démarre pas toujours très bien, ça peut bien finir. Pendant le tournage de l'Union Sacrée, on a fêté nos 10 ans de cinéma, puisqu'il faisait son premier film, et moi mon premier film. Et en 78, on tournait le Coup de Sirocco. J'avais été me présenter une petite annonce lue dans France Soir. Et j'étais allé à cette audition, un petit peu comme ça, quoi. Puis on m'avait choisi. On viendra au cinéma dans quelques minutes. Je voudrais parler maintenant de l'autre Patrick Bruel, le chanteur. Si c'est Arcadie qui vous a lancé au niveau cinéma, est-ce qu'on peut dire que c'est Sardou qui vous aurait lancé dans la chanson? Non, pas du tout. C'est en le voyant à l'Olympia en 75 que vous vous êtes dit à un moment donné, je veux devenir chanteur. Oui, enfin, ça a confirmé les petits doutes que j'avais quant à ce que je voulais faire. Parce que moi, la première personne que j'ai vue sur scène, c'est Reggiani en 69. Les deuxièmes personnes que j'ai vues qui m'ont marqué, c'est les Stones à Forêt Nationale à Bruxelles en 73, parce qu'ils étaient interdits en France. Et j'avais pris le train sans rien dire à personne, j'étais allé au concert. Ensuite, il y a eu Sardou, mais ensuite il y a eu Renaud, il y a eu Lavilliers, il y a eu Higelin. Il y a eu tous ces gens qui finalement sur scène se dépassent, se surpassent, font quelque chose de plus. Mais il n'y a pas un chanteur qui m'a parrainé ou qui m'a donné... Non, il y a eu une envie très forte. Sardou à l'Olympia, j'ai eu une envie très forte. J'ai dit, oula, moi je vais faire pareil que lui. Et c'est vrai l'anecdote que vous êtes resté 20 minutes... Ah, je suis resté 20 minutes en haut tout seul. En haut tout seul, en train de regarder la scène. Au Ranzel, j'ai regardé la scène, puis j'ai dit, ben, un jour je ferai comme lui. Et le lendemain, je suis allé chez un copain, j'ai pris sa guitare qui était accrochée au mur depuis un mois, depuis un an, même qui servait à rien. Je lui ai dit, prête-moi là pendant un moment, quoi, puis je vais voir. Puis j'ai commencé à gratter les chansons, à essayer puis voir, quoi. Bon, ce qui se passait, puis cheminement comme tout le monde, quoi. On apprend, on chante les chansons des autres, puis un jour on en écrit une, on la trouve nulle, on la chante quand même, puis un mec qui vous dit, ah, elle est pas mal, alors on en fait une autre, puis en aiguille, quoi. Alors il n'y a pas eu de conservatoire pour apprendre la chanson? Non, j'ai appris, j'ai pris quelques cours de guitare, et puis j'ai joué un peu, je joue du piano aussi. Il n'y a pratiquement pas eu de cours dramatique pour faire du cinéma? Aucun. Et il n'y a pratiquement pas eu non plus de cours pour faire du théâtre? Si tant est non, c'est-à-dire que le théâtre en lui-même est un cours. C'est-à-dire que j'ai joué 3 ans au théâtre à Paris, 2 ans avec Micheline Boudet et Pierre Tornade, une pièce qui s'appelait Le Charimarie, et puis 1 an avec Maria Pacôme. On apprend beaucoup sur scène. On apprend, je crois qu'en 2 ans de théâtre, on ferait l'équivalent de 50 cours. Vous ne parlez pas de Pierrette Bruno? Oui, Pierrette Bruno, la pièce dont je parlais, Le Charimarie. C'est ça. C'est elle qui l'a écrite. Et elle m'a donné des cours. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Elle m'a donné des cours chez elle, bien sûr, j'en parle pas, j'oublie ça. Elle m'a donné des cours parce qu'elle m'a fait travailler chez elle, parce qu'elle sentait que j'avais pas la technique, entre guillemets, pour concourir au milieu des mecs du conservatoire, de la rue Blanche et tout ça, qui allaient passer l'audition. Alors elle voulait me mettre au même niveau qu'eux, au moins pour l'audition. Alors c'est vrai que je suis arrivé très privilégié, je connaissais la pièce par cœur, moi. J'avais travaillé pendant 4 mois, alors on m'a choisi. Puis ça s'est bien passé, c'était rigolo après. Alors si on regarde les 3, chansons, cinéma, théâtre, pas énormément de cours, donc ce serait la preuve que le talent suffit? Non, c'est la preuve qu'il y a des choses qui ne s'apprennent pas, nécessairement. La vie apprend beaucoup de choses. Et c'est la faculté qu'on a de retranscrire ce qui vous arrive dans la vie qui fait la différence. Et moi, je m'enrichis tous les jours de mes expériences, de mes regards, de ce qui m'arrive, de ce qui m'entoure. Vous êtes une éponge? Je suis une éponge, ouais, vraiment. Je suis une éponge et j'ai la sensibilité d'une éponge aussi. Est-ce que ce n'est pas un peu dérisoire la chanson, essayer de dire quelque chose en 3 minutes? Non, au contraire. Je trouve que les choses les plus belles ne sont pas celles qui sont dites dans les formes les plus longues. Je crois que Renaud, en 3 minutes dans Mistral gagnant, vous montre toute la tendresse qu'il peut y avoir entre un père et sa petite fille. C'est extraordinaire. Dans Encloque, il vous montre en 3 minutes toute la tendresse qu'il y a pour quelqu'un qui a tellement désiré un enfant, puis qui a sa femme enceinte, la façon dont il en parle, c'est magnifique, c'est splendide. Je prends Renaud comme je prendrais Souchon qui vous parle du dégoût, qui en 3 minutes vous retrace tout ce que peut être l'enfance d'un gamin un peu incompris et qui traîne dans qui vit avec des parents, des grands-parents et une famille qui a pas vraiment cherché à comprendre la sensibilité de l'enfant, ce qui est quand même le cas la plupart du temps, très souvent en tout cas. Non, les chansons sont très évocatrices, elles vont vite, ça va très vite. C'est plus difficile de raconter une histoire en 3 minutes qu'en 1h30. On va revenir à quelque chose de tout à fait, de beaucoup plus léger, c'est le film Prof.
de Patrick Schulman. Alors là, on peut dire que c'est un peu le vrai départ de Patrick Bruel, c'est 85. C'est un film que d'aucuns ont considéré comme nul. Et je sais qu'il vous tient très à cœur. Non, il ne me tient pas très à cœur. Ce qui me tient à cœur, c'est mon respect du public. À partir du moment où un film est plébiscité par le public, par 3 millions de personnes en France, 500 000 à Paris, c'est un énorme succès en Belgique, un énorme succès en Suisse, un énorme succès dans tous les pays francophones, il mérite qu'on y prête attention. C'est un film qui est traité, qui part dans deux sens. Il y a tout le propos du film qui est très intéressant, et puis il y a la texture du film, qui est lourde, très lourde, qui n'aurait jamais dû être traitée comme ça. Alors, maintenant, ce que dit ce film, pas mal le petit pamphlet sur l'enseignement, le petit mâche de l'enseignement, pas mal, maladroit parfois, excessif, cédant à quelques compromis qui moi me plaisent pas, pour faire rire, ou pour être plus commercial, ça me plaît pas, mais par contre le propos du film, ce qui est dit dedans, il y a pire. Il y a pire. Et quand on m'en parle, je n'ai pas honte d'avoir fait ce film. Au contraire. D'abord, ça a été ma première grande rencontre avec le public. Et puis, je savais qu'il y en aurait d'autres et qu'elles seraient sur d'autres registres. Et on grandit, on évolue. On fait des choix un peu plus ambitieux, en tout cas un peu plus sévères, un peu plus sélectifs. Et c'est vrai que Schulman, quand j'ai lu le scénario, j'ai aimé. Quand j'ai vu le film, j'ai moins aimé. Parce que j'ai trouvé que c'était dommage qu'il ait sacrifié certaines choses. Ça vous aurait plu d'être prof? Oui, certainement. Patrick Bruel, un acteur, c'est finalement quelqu'un qui se montre ou quelqu'un qui se cache? C'est quelqu'un qui se montre, mais qui s'abrite en même temps. Réponse subtile. À question subtile, réponse subtile. C'est-à-dire que c'est les deux. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se montre, parce qu'il faut avoir une dose d'exhibitionnisme très développée pour être acteur. Et qui montre ce qu'il a envie de montrer. Mais qui montre ce qu'il a envie de montrer, mais qui, pour montrer certaines choses, s'abrite derrière d'autres choses. Par exemple, derrière des personnages. Un acteur s'abrite beaucoup plus qu'un chanteur. Par exemple. Mais je crois que c'est quelqu'un qui se montre. Patrick Bruel, c'est un timide qui se soigne. Oui. Et la thérapie, c'est la chanson et le cinéma? Oui, bien sûr. Vous en êtes conscient? Oui, complètement. Complètement, puisque c'est une manière... Et le succès n'est pas une thérapie? Non. Non, le succès, ça effraie. Expliquez-moi, docteur. Le succès, ça rassure pas... ça rassure là où ça doit rassurer. Mais c'est pas une thérapie, le succès. Le succès, c'est par moment... Ça a double tranchant, c'est-à-dire que par moments c'est ce qui vous permet d'aller plus loin, parce que ça vous rassure sur des choses essentielles, ça vous dit bon ça va, je me suis pas trompé complètement de direction donc je peux continuer. Et puis il y a aussi le succès avec un grand S qui vous dit ça peut s'arrêter du jour au lendemain, c'est tellement gros que le jour où ça sera plus gros, comment je vais le vivre et tout ça, ça terrifie, ça fait peur ça fait peur. Et puis le succès, ça veut dire aussi les gens qui vous regardent constamment. Ça veut dire ne pas pouvoir entrer dans un endroit sans être reconnu, c'est-à-dire sans avoir sans arrêt un regard extérieur sur soi, même si ce regard est souvent très positif et très amical et chaleureux. C'est quand même un regard, ce qui fait que ça change votre comportement. Vous ne rentrez pas pareil dans un restaurant, si vous savez que tout le monde va vous reconnaître, c'est pas la même chose que si vous rentrez dans un restaurant à New York ou à Tokyo. Là, il y a peu de chances pour que les mecs vous reconnaissent et vous abordent. Et ça, c'est aussi synonyme de succès, donc c'est aussi synonyme de pression et de difficulté. Pas facile à vivre ça, mais comme je dis souvent, c'est 5% d'inconvénients pour 95% de très très belles choses. Vous vous trouvez beau? Non, mais... Qu'est-ce qui vous manque? Pour être beau? Oui. C'est pas une préoccupation majeure d'être beau pour moi, ça l'a jamais été d'ailleurs. Mais quand on me dit que je suis beau, je dis les goûts sont dans la nature. Moi je pense pas être beau. Beau, plastique, c'est quoi être beau? Beau, c'est d'avoir des richesses intérieures et qu'elles transpirent de vous. C'est ça la beauté. Maintenant une beauté plastique, non, moi je suis pas. Il y a d'autres qui ont des beautés, des garçons que je croise, que je vois, d'autres artistes qui sont beaux, qui sont des beaux garçons. Mais des gens beaux à l'intérieur, il n'y en a pas beaucoup. C'est là-dessus qu'il faut bosser, je crois, enfin plus. Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus en tout cas. J'ai lu une interview de Philippe Bouvard
Il avait titré « Bruel cherche toujours la mère de ses enfants ». Ah oui, bah, c'est ça. Alors avec le succès que vous avez... Non mais c'est pénible parce que les gens vous demandent est-ce que vous êtes marié. Vous le faites exprès là. Mais non, les gens me demandent vous êtes marié. Alors je dis non, je ne suis pas marié. Est-ce que vous vivez avec quelqu'un? Je dis no comment, je ne sais pas. Mais est-ce que vous avez envie d'avoir des enfants? Je dis bah non, les enfants, il faut trouver la mère avant d'avoir les enfants. Alors là, il faut trouver la mère de ses enfants. Titre énorme, un scandale. Alors non, alors maintenant je fais no comment sur tout ça, j'en parle plus. Bien. Comme ça, je ne veux absolument pas passer pour le chanteur malheureux en quête d'amour et le solitaire que tout le monde aime mais qui n'arrive pas à trouver l'âme sœur. Enfin bon, ça va, c'est ce genre de titres et de phrases. Je crois que vraiment ça n'intéresse pas les gens et qu'il y a des problèmes bien plus importants, bien plus graves qui doivent être mis au devant de la scène que ce genre d'anecdotes qui franchement, en tout cas moi ne m'intéressent pas chez les autres et je ne vois pas pourquoi ça intéresserait chez moi. Vous avez dit je me lasse très vite des choses dans la vie réelle. Vous songez ici aux compagnes par exemple? Ça y est, vous êtes passé dans la catégorie question personnelle. Il n'y a pas de règle, ça dépend. Vous l'avez dit cette phrase-là. Que je me lasse souvent des choses dans la vie réelle. Oui. Je n'ai pas dû employer le mot vie réelle parce que je ne sais pas ce que ça veut dire la vie réelle et la vie pas réelle. Il y a des vies pas réelles. Oui. C'est quoi la vie j'en sais rien, c'est vous qui l'avez dit. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit vie réelle en tout cas. Non. Ce qui n'est pas grave, j'ai dit quand même la phrase importante, c'est pas vie réelle, c'est ce qui est avant. C'est-à-dire, je me lasse des choses. Oui, je suis quelqu'un qui va très très vite aux choses, très vite à l'essentiel et qui a besoin d'être étonné et surpris tout le temps. C'est dans tout, hein. Je vois que vous mettez ça spécifiquement par rapport aux femmes. Non, c'est dans tout. Hein. Non, mais on va arrêter. D'ailleurs, j'ai encore une question là-dessus. On peut continuer si vous voulez. Moi, je réponds si je veux en fait. Le jeu de l'interview, c'est ça. Tout à fait. Vous posez, moi je réponds. Pas de question indiscrète, seules les réponses le sont. Seules les réponses le sont. Vous avez dit j'aime les minorités et pour moi les femmes sont des minorités, sont une minorité. Non, alors au plan mathématique... Minorité persécutée, oui, vous voulez dire ça. Non, j'ai pas dit ça, c'est pas vrai. Ça, c'est mal transcrit parce que mathématiquement, il y a plus de femmes que d'hommes. Voilà, je voulais vous faire remarquer. Pour commencer. Donc, ça a toujours été comme ça d'ailleurs. Donc, ça faudra le dire au journaliste qui a transcrit ça déjà, parce que je peux pas avoir dit ça. Non, je disais que j'aime les gens qui sont en état qui sont en danger. Parce que quelqu'un en danger sort des choses formidables de lui. Les femmes sont en danger. Parce que le rôle que veut leur faire jouer la société est pas souvent facile à tenir. C'est une société d'hommes, dans lesquelles les femmes ont beaucoup de mal à se mouvoir, et dans lesquelles elles se meuvent quand même, et elles se débrouillent formidablement bien pour contrecarrer la lâcheté masculine, qui moi me révolte parfois, me plaît pas. Et je fais partie de ces hommes-là, hein. Je suis pas un mec parfait qui critique les autres mecs. Je crois qu'on est des gens, je crois que les hommes sont beaucoup plus lâches que les femmes. J'ai rencontré en tout cas dans ma vie beaucoup plus de femmes bien que de mecs bien. Et c'est peut-être un signe. Alors c'est vrai que je trouve que les femmes font appel pour leur survie, et on peut parler souvent de survie, à des valeurs essentielles qui sont un courage, une détermination, une force, une franchise, une honnêteté qu'on ne retrouve pas souvent chez nos camarades masculins. Et quel est le mot le plus important pour vous dans une relation avec une femme? Sexe, tendresse ou passion? Passion. Puisque dans la passion, il y a la tendresse et il y a le sexe. Et par contre, la tendresse, c'est la chose la plus importante des relations humaines. C'est-à-dire que ce soit avec les femmes, avec les hommes, avec les enfants, la tendresse est indispensable. Donc ça, je la mets de toute façon au départ, dans quelconque relation. Mais avec une femme, la passion, il n'y a que ça de vrai. Ça dure longtemps une passion? C'est comme une allumette? Pas toujours. Il y a des passions qui durent plus ou moins longtemps, mais justement, du moment qu'elles sont, ça reste des passions le temps que ça dure, mais il faut que ce soit des passions. Je crois que le romantisme d'aujourd'hui, c'est le personnage de Mozart dans Attention Bandit, c'est-à-dire quelqu'un de complètement en phase avec son temps et qui profite de la situation actuelle de la société pour progresser, pour en tirer des avantages, c'est-à-dire pour être plus tendre, plus touchant et plus attentionné en fait. Et le principe du nouveau romantisme, ou du romantisme en tout cas, c'est d'être attentionné, c'est de savoir regarder l'autre. Je crois qu'on est romantique quand on sait regarder l'autre. Une belle leçon aussi, mais dans un même temps avec Ben Gazzara, et ça c'était important, impressionnant. Mais les acteurs qui m'ont le plus impressionné, paradoxalement, c'est Richard Berry dans L'Union Sacrée, et c'est Anne Brochet dans La Maison Assassinée. Ce sont les deux acteurs et actrices qui m'ont le plus impressionné. Alors on veut savoir pourquoi. Anne Brochet parce qu'elle a des qualités
complètement exceptionnelle. Ce qu'elle fait devant une caméra, la maîtrise qu'elle a de son art, la maîtrise qu'elle a de ce qu'elle a à faire, de ce qu'elle a à dire, et la façon dont elle fait glisser les choses avec une tendresse, une émotion, une sincérité, une vérité, une drôlerie. Elle est remarquable dans Cyrano. Je ne sais pas si vous avez vu Cyrano de Bergerac, elle est formidable. Mais dès La Maison assassinée, on se dit « Oh là, il va se passer quelque chose ». Elle m'a beaucoup impressionné, j'ai adoré jouer avec elle. Et puis Richard Berry, qui dans l'Union sacrée m'a étonné à chaque plan, par sa concentration, par sa puissance, et puis par l'aide qu'il m'a apporté sur le plateau. La Maison assassinée de Georges Lautner est un cas, dans la mesure où c'est pour vous en tout cas, un virage, dans la mesure où c'est votre premier grand rôle. C'est mon premier grand rôle, non. J'ai eu d'autres grands rôles avant. Oui, mais c'est premier rôle en premier plan, si j'ose dire. Ouais. Ouais, et puis c'était un choix intéressant. C'est-à-dire que quand j'ai lu le scénario, j'étais étonné qu'on me propose ça, j'étais content. Je me dis tiens, on me voit dans un personnage comme ça, très noir, très triste, avec très seul. Une violence contenue. Avec une grosse violence contenue, avec une sensibilité à fleur de peau comme ça. C'est formidable de me confier un rôle comme ça aujourd'hui, j'avais très envie de faire ça. Et on s'est donné à fond dans ce tournage, on a beaucoup aidé Lautner, on a travaillé avec lui jour et nuit, avec tout le monde, toute l'équipe. C'était un formidable tournage, il se passait des choses bizarres sur ce tournage en plus. Un film un peu fantastique. Une âme qui planait au-dessus de tout ça, qui fait que le film était un petit peu touché par quelque chose et les gens l'ont beaucoup aimé. Le public a beaucoup aimé ce film, on m'en parle beaucoup. Jusqu'à présent, quand on regarde un peu les différents rôles que vous avez joués, on peut dire que vous avez été relativement gâtés. Ce sont souvent des personnages positifs, sympathiques. Qu'est-ce que serait un contre-emploi pour Patrick Bruel? Il n'y a pas de contre-emploi pour moi, ça n'existe pas. Il y a des rôles que j'ai envie de jouer, ceux que j'ai pas envie de jouer. Il y a des personnages que j'ai envie de défendre et d'autres que je suis pas en état de défendre. Pourriez jouer quelqu'un de foncièrement antipathique? Oui, mais il faudrait un méchant critique de cinéma, par exemple. Oui, mais il faudrait qu'il y ait une raison, bien sûr, mais pas dans un film qui fait l'apologie de ça. C'est-à-dire, je veux bien être un personnage négatif, mais dans un film positif. Je veux un film qui serve à quelque chose, je veux un film qui défende une cause que je représente. C'est-à-dire que quand Tom Berenger joue dans le film de Costa Gavras, La main droite du diable, il joue le personnage le plus odieux, le plus antipathique qui soit, mais il joue dans un film dont le propos est clair et pas ambigu. Donc oui, à ça oui. Maintenant, jouer le rôle d'un personnage d'extrême droite dans un film qui aurait une ambiguïté, jamais de la vie. Maintenant, de là jouer un personnage d'extrême droite, il va falloir vraiment proposer un beau rôle, moi. Parce que je suis un peu de mal quand même. À propos de beau rôle, on va voir maintenant celui que vous avez joué dans La Maison assassinée. Et on va vous retrouver avec Anne Brochet, dont vous nous disiez le plus grand bien, à juste titre. La Maison assassinée, Georges Lautner, 1988. Patrick Bruel, La Maison assassinée, 88. Force majeure, 89. Voilà deux films diamétralement opposés. Pas tant que ça. Au niveau des personnages, pas tant que ça. Deux personnages comme ça, très introvertis, subissant en plus la situation. Non, c'est assez comparable. Je trouve que l'union sacrée, qui est venue entre les deux, était complètement opposée. Puisque le personnage était beaucoup plus extraverti, était très actif, décidait beaucoup des choses. Oui. Alors, Force majeure, qu'est-ce qui se passe dans ce film? Force majeure, c'est un film sur le problème du choix et de la prise de conscience. Et trois copains se rencontrent. Trois copains se rencontrent et vont... Dans le sud-est asiatique. Dans le sud-est asiatique. Deux vont rentrer en France. Un autre va se faire emprisonner pour détention de drogue. 2 ans après, il est condamné. Il est jugé, condamné à mort. On a 10 jours pour aller le sauver, pour dire que c'est nous qui lui avons aussi... nous lui avons aussi donné un peu de drogue et qu'on peut partager la peine en 3. Alors on partage la peine en 3, on fait chacun 4 ans de prison et lui, il n'est pas condamné à mort. Ou alors on fait comme si de rien n'était, on continue à vivre nos vies, et lui il va mourir, et nous on va continuer à vivre normalement. Alors normalement, c'est en ce qui concerne François Cluzet, pas grand chose, puisqu'il habite la banlieue lilloise, s'entend pas avec sa femme, et bon, il n'y a rien à espérer tellement dans la vie, il est au chômage, tandis que moi je suis un chercheur, je fais médecine, je vais faire mathématiques, je vais devenir, bon, je vais... Sur le point de passer un examen. Voilà, ça veut dire que je sacrifie 5 ans d'études. Donc voilà le problème du choix. Mais j'ai lu le scénario, j'ai tourné le film, j'ai vu le film, j'ai revu le film en cassette puisqu'il passe en ce moment sur Canal+ en France. Je sais toujours pas ce que je ferai à la place de ce gars-là. Je crois que tant qu'on n'est pas devant le fait accompli, on peut pas savoir ce qu'on ferait. Est-ce qu'on sort intact d'un film comme ça? Non. Non.
Non, parce qu'on sort intact en ce qui me concerne d'aucun film. Parce que j'ai pas, comme je vous le disais au début de l'émission, j'ai pas pris de cours d'art dramatique, j'ai pas suivi de formation qui me permettent de rester que très technique dans mon travail. Donc je vais chercher des sensations les plus réelles, les plus profondes et les plus loin possible. Alors dans l'Union sacrée, quand ma femme meurt, je suis obligé d'imaginer le pire pour essayer de me mettre dans la situation. Donc ça, on met peut-être une semaine à s'en remettre. Ouais. Et dans Force majeure, la scène avec ma mère étant diamétralement opposée au personnage qui est écrit dans le film, j'ai eu besoin de chercher ailleurs. Et ça n'a pas été facile, il fallait y aller, quoi. Dans un instant, on va voir un extrait de Force majeure, où on parle de la drogue. Alors la drogue, pour vous, c'est quoi? Quelle est votre drogue à vous? Ça me rappelle la campagne qu'on a fait sur TF1. Oui, justement. Je disais que ma drogue à moi c'était ma liberté, ça voulait dire mon indépendance. Mon indépendance c'est ça veut tout dire, c'est mon indépendance. Et la drogue vous prive de votre indépendance, vous prive de tout. Alors, incriminer les gens qui prennent de la drogue, ça jamais. Mais être très violent et très sévère avec ceux qui la font rentrer dans notre pays. Et ceux qui la distribuent. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent avec, sur le dos d'enfants qui meurent, parce qu'il y a des enfants qui meurent, ou qui en tout cas s'annihilisent complètement. Ouais, là, je suis violent par rapport à ça. Je crois que... Vous savez, quelqu'un qui se drogue, c'est pas la peine de lui dire arrête, il n'y arrêtera pas. C'est à lui de décider de lui-même, de comprendre qu'il va mourir, qu'il va plus rien faire dans la vie, qu'il va mourir. Petit à petit, lentement. Si lui a décidé de s'en sortir, nous on l'aide, et on est là pour l'aider. Si lui n'a pas décidé, personne ne peut l'aider. Personne. Mais quels que soient les problèmes qu'il puisse avoir, en tout cas, il faut qu'il sache que la drogue en résoudra jamais aucun. Aucun. Et voilà, quoi. Mais c'est vrai que tout discours par rapport à la drogue a toujours un caractère un peu moraliste ou quoi que ce soit. Eh ben tant pis. Ok, je suis moraliste. Comme dirait Jolivet, parlons-en, c'est un cas de force majeure. C'est vraiment un cas de force majeure. Patrick Bruel, 31 ans, rien que du bonheur, si j'ose dire. Oui, facile. On a l'impression que vous jouez et vous gagnez sur tous les tableaux. Non. Non. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Les tableaux sur lesquels on gagne, tableaux... Quand c'est les plus spectaculaires, tout le monde le sait et le voit, mais on ne gagne pas sur tous les tableaux. Personne ne gagne sur tous les tableaux. Enfin, vous gagnez sur quand même pas mal de tableaux. Hein. Vous avez le succès, vous avez la gloire, l'estime d'un public, de deux publics. Celui qui vous aime en tant que chanteur et en tant que comédien, c'est pas mal quand même. Ah non, mais je me plains pas. Hein. Ah ben, vous avez tort. Mais non, c'est moins évident que ça, quoi. Moins évident que ça. Vous êtes content? Ouais, je suis content de... Vous êtes heureux? Je suis heureux, enfin heureux, vous savez, être heureux, c'est... Moi, je ne crois pas au bonheur comme ça, linéaire. Je crois aux instants de bonheur. Et être heureux, c'est avoir plus d'instants de bonheur que d'instants de malheur, si j'ose dire. C'est qu'il y a une multiplication de petits moments comme ça, de moments forts. Mais le métier qu'on a choisi fait que de toute façon, il n'y a pas de bonheur comme ça, parce qu'il y a des sensations tellement fortes, et il y a des montées d'adrénaline tellement fortes, que si vous êtes en haut tout le temps, vous explosez.